Nous ne saurons renouer avec vous sans vous présenter nos vœux les meilleurs de santé, de paix, de prospérité, beaucoup de bénédictions pour vous cette année. Que cette année voit s'ouvrir devant vous les portes que vous avez longtemps chassées, les portes dont l'ouverture vous ont échappé en 2015, que cette année 2016, ces portes vous soient ouvertes, que cette année, les personnes qui sont à la recherche de liberté puissent la trouver également, les gens qui sont sur des lits des hôpitaux recouvrent également la santé. Que cette année, les élèves connaissent un bon déroulement de l'année scolaire sans interruption due aux grèves intempestives. Que cette année, les morts sur les routes connaissent une diminution en termes de pourcentage. Que cette année, les militaires se contrôlent bien devant des situations, devant les manifestations. Que cette année, les terrains de football ne soient plus transformés en boxing club. Ce seront donc nos vœux, ou si vous voulez quelques-uns de ces vœux chers pour cette année 2016. Que cette année, au bout des micros, nos vérités permettent d'illuminer notre cité, permettent de construire notre cher pays, le Togo, que ce pays connaisse le progrès. Que cette année, les pilleurs professionnels cessent de piller notre pays, que l'argent qui vient dans les caisses soit versé au trésor public pour que notre pays soit développé sur le plan économique. Que cette année, les braqueurs ne font plus la loi. Que cette année, les porteurs de machettes qui inquiètent et entravent la libre circulation des personnes et des biens soient devenus des personnes qui prêchent la bonne nouvelle. Autrement dit, concourent donc au développement socio-économique de notre cher pays, le Togo. Que cette année, si on va à l'hôpital parce qu'on est malade, qu'on ne revienne pas les deux pieds en avant, mais qu'on revienne les pieds sur terre, la tête bien haut placée, pour dire gloire et grâce à Dieu. Que cette année, journalistes que nous sommes, les gens se souviennent de nous parce que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de parler, nous sommes en train, à travers tout ce que nous faisons comme analyse, permettre donc aux uns et aux autres de se rendre à l'évidence de ce qui se fait au tréfonds de notre cher pays, le Togo. Donc, il faut que les gens se souviennent de nous pour que nous puissions également entretenir nos familles respectives. Parce que s'il y a parmi la majorité qui souffre, les journalistes en font partie. Donc, souvenez-vous de nous. Que cette année également, les Togolais de la diaspora puissent contribuer au développement de leur pays, le Togo, davantage. Et qu'au niveau du gouvernement, que des dispositions soient prises autres que ce qui se fait déjà pour leur permettre de bien se souvenir de leur pays, le Togo. Bonne et heureuse année à vous toutes et à vous tous. L'émission Grand Jury démarre ainsi et je m'en vais vous informer que la 3e année de cette émission est en train donc de finir comme ça, ce qui voudra dire que d'ici avril, je dirais, nous vous livrerons un bon plan de déroulement de l'anniversaire de cette émission et vous nous direz ce que vous en pensez dans une émission spéciale qui aura lieu très prochainement. Une fois encore, bonne et heureuse année à vous toutes et à vous tous. Nous n'allons pas finir sans souhaiter beaucoup de bonheur aux promoteurs des radios KMTB, VGK, Radio Lumière qui nous ont accompagnés tout ce temps. 3 ans, c'est beaucoup. Également à la télévision Espoir 47. Bien de choses à vous, messieurs, parce que vous avez compris qu'en investissant dans les médias, vous contribuez également au développement de votre cher pays, le Togo. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Nous n'allons pas oublier les médias partenaires, que sont et surtout ceux qui sont sur le web, togovision.com, ebenradio.com, laverte.org. Soyez-en remerciés. Tout le peuple togolais vous dit merci. Nous démarrons avec également nos meilleurs vœux à l'endroit des directeurs de publication des journaux qui nous envoient chaque jour les copies de leurs journaux pour la une. Merci à vous. Également tous les journalistes qui passent dans cette émission, qui viennent à cette tribune pour se prononcer, pour parler au peuple togolais, exposer leur opinion, leur point de vue. On dit chez nous, Epeleka, Ezoreka, Epeleka, Ewareka, Nami. Merci. Akbekaka, Nlabale, Koutiatiti. Bien, parce que nous n'allons pas également parler toutes les langues ethniques du Togo. Donc, soyez-en remerciés. Nous allons ce matin décrypter le message du chef de l'État prononcé le 2 janvier dernier au peuple togolais. Et ce sera l'exercice auquel nous allons nous prêter ce matin, décrypter ce message, les grandes lignes de ce message, ce que les uns et les autres pensent
de ce message qui est porteur de beaucoup de nouvelles, annonciateur également de beaucoup de bonnes choses à l'endroit, surtout de la couche sociale du Togo. Mais avant de retrouver nos invités qui font l'honneur de démarrer cette émission en 2016, nous allons décrypter un peu ou visiter la une du journal Togo Matin qui nous est parvenue ce matin. Et à la une du journal, on peut lire mandat social de vrais jalons, mais peu d'explications, parlant donc du discours du chef de l'État selon le journal Togo Matin. Et puis autre titre à lire à la une du journal, dossier vœux des leaders politiques avec les photos du ministre je crois de la formation supérieure, le vice-président du parti UNIR, Aïdam, également Madame Brigitte Kafi Adjamabo Johnson, la photo de Jerry Tama, de Jean-Pierre Fabre Dagbeome, Mensa Kojo. Média, notre DG parmi les 100 Africains influents, titre le journal, et avec la une du journal New African qui a parlé donc des 100 Africains influents. Et puis sport, lancement du destin foudroyé de Kodjovi Obilale. Vous vous souvenez bien de cet homme. Il a été gardien gardien des éperviers du Togo et son destin a été foudroyé à Cabinda. Alors, il s'est prêté à l'écriture, il s'est étayé et il a lancé l'œuvre à Lomé en 2015. Édito, tout est dans le commencement, nous apprend Togo Matin. Voilà donc les grands titres à la une de ce journal ce matin. Et nous retrouvons nos invités. Dominique Alizou, directeur de publication du journal Courrier, Chronique, parce que tout est cessé, Chronique de la semaine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et meilleurs vœux. Mes vœux réciproques, mes meilleurs vœux à la direction de la télévision et radio KNTB. Mes voeux à mon confrère qui est assis à côté de moi. J'espère que cette année, on fera de très bons débats, même si c'est houleux, c'est déjà pas mal. Et je n'oublie pas de présenter mes voeux à la rédaction de Chronique de la semaine. Qui est en congé, mais qui reprend cette semaine. Qui reprend cette semaine. Et en dernier, ma famille. Voilà, merci donc surtout pour la disponibilité. Bernard Alognon, il est notre second invité. Il est toujours là, très déterminé. Bonjour, bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour à Dominique, mon frère aîné. Bonjour à toi Rodrigue, bonjour à la direction de la radio et télévision KNTB. Bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de KNTB, téléspectateurs de votre télévision. Espoir 47. Espoir 47. Je dis merci au Seigneur pour le démarrage de cette année nouvelle. Et puisse Dieu, puisse le Seigneur nous accorder toutes ces grâces pour que nous puissions venir ici régulièrement partager avec les populations ce dont on connaît et ce dont nous avons l'amabilité de partager avec eux, pour ne pas dire même ce que nous pensons être la bonne chose ou bien la meilleure chose qui doit être faite pour que les uns les autres soient à l'aise dans le pays. Encore une fois, merci à mon frère aîné qui m'a présenté ses vœux. Un débat houleux n'est pas un débat qui est médiocre. Le débat houleux, c'est un débat autour duquel doivent réjaillir des idées promotrices, des idées constructives et autres. Moi, je ne qualifierais pas ce débat-là d'houleux, mais des débats qui permettent aux uns aux autres de savoir si ce que nous sommes en train de faire est bon ou pas. C'est à eux d'apprécier. Merci. Voilà, je lis déjà sur les visages et je comprends quand même que l'équipe technique qui assiste à cette émission depuis plusieurs années maintenant, l'équipe technique voudrait bien également qu'en dehors de la tribune solennelle ou officielle, qu'on puisse déjà au niveau de cette tribune leur présenter nos vœux. Et voilà, ces choses faites, meilleurs vœux à vous messieurs et dames. Bien de choses, tout le bonheur de ce monde, nous vous le souhaitons. Également à toute la rédaction unie de KNTB et Télévision Espoir 47 qui est à Tchévier, bien de choses, bonheur, santé, amour, fidélité, prospérité, que puis-je encore? La santé est l'important. Merci à vous.
pour la disponibilité et l'accompagnement. Vous avez été très très fidèle. Alors, on a déjà commencé par présenter les vœux, c'est ce qu'on a fait jusque-là. Nous allons attaquer, mais avant d'attaquer, Dominique, dites, qu'est-ce qui vous a réellement marqué en 2015 ? En termes de quoi ? De tout. D'événements. De tout. Bon, qui vous a marqué ? Beaucoup plus le succès du scrutin du 25 avril 2015, parce que là, beaucoup de charlatans ont prédit la catastrophe, les morts partout. Et finalement, on est allé à ce scrutin dans la paix, dans l'allégresse, il faut même l'agiter ainsi. Et un vainqueur est sorti, et je pense que le Togo continue son petit bonhomme de chemin. Et donc, moi, je pense que véritablement, à mon niveau, c'est un événement qui m'a marqué. Et que je pense que plus jamais des élections houleuses avec des morts et des blessés, plus jamais cela au Togo. Et donc, je pense que le Togo a fait un grand bond. Et ça, il faut le reconnaître, il faut le saluer. Voilà. Et Bernard, qu'est-ce qui vous a marqué en 2015, en tout? Qu'est-ce qui vous a marqué? Bon, mais je ne saurais le dire. Le fait tout simplement que je remarque que quel que soit le problème que vivent les Togolais et autres, bon, on est là, on se remet simplement à Dieu. C'est ce qui me marque le plus, sinon rien d'autre. Rien d'autre. Très bien, je reste avec vous. Vous avez suivi également le 2 janvier dernier le chef de l'État, son Excellence Faure Essozi Nanya Simbe, qui au lieu du 31, comme d'habitude, parce que nombreux étaient les Togolais qui avaient leur regard braqué sur les écrans de la télévision nationale à 20h, sauf qu'à la dernière minute, certains ont parlé de Guetta, du chef de l'État, c'est-à-dire le discours était reporté sur le 2, ça a été chose faite. D'abord, quel commentaire, comment analysez-vous ce décalage de la date, au 31 ou 2? Merci Rodrigue, je crois quand même que le décalage là, moi, ne m'a pas du tout surpris. Pourquoi? Parce que moi, je ne m'attendais même pas à un discours du chef de l'État le 31. Pourquoi? Simplement parce que, en fait, je l'attendais beaucoup plus sur d'autres événements et que le discours qu'il allait prononcer comme le 31 lesquels, par exemple? Par exemple, les problèmes de OASM, les problèmes de Mango, les autres problèmes qui minent le pays. Je crois quand même qu'on ne peut pas ramasser tout en un 31 décembre pour dire qu'on est en train de présenter les vœux aux populations, qu'on est en train de dénoncer, de regretter un certain nombre de choses. Donc le 31 décembre, je n'étais même pas accroché aux écrans, j'étais carrément ailleurs, en train de prendre mon petit pot et réfléchir sur l'avenir de ma famille, de ma petite famille, et voir un peu comment ça doit se préparer l'année nouvelle. Donc, qu'on ait fait Guetta ou pas, bon, moi ça m'importe peu. L'essentiel est qu'il ait parlé par la suite et nous avons pris connaissance du contenu que nous allons décrypter dans quelques instants. Voilà, Dominique, par rapport à ce décalage, c'est vrai, vous étiez vous aussi devant vos écrans le 31 décembre? Oui, j'étais scotché devant mon petit écran parce que depuis c'est devenu tradition. Voilà. Que chaque 31 décembre, le chef de l'État fait un discours à la nation et que bon, je suis un peu surpris que mon confrère ne soit pas dans cette tradition et donc comme beaucoup d'autres, nous étions un peu surpris que ce discours n'ait pas lieu et que finalement c'est le 2 que le discours du chef de l'État a été présenté. Donc je pense quelque part que moi j'attendais beaucoup plus sur le 31 parce que depuis qu'il a commencé et à présenter ou à faire des discours à la nation. Depuis 10 ans, c'est le 31. Oui, je pense que c'est le 31 toujours. Non, c'est seulement cette année que il y a eu ce décalage. Bon, dû à quoi, je n'en sais rien. Mais l'essentiel, c'est que le discours est là. Il a abordé beaucoup de sujets. Et bon, je pense qu'on va en parler tantôt. On va en parler. Je reste avec vous justement pour l'aborder. Qu'est-ce que vous avez retenu du message du chef de l'État prononcé le 2 janvier dernier? Je pense qu'il a touché du doigt beaucoup de sujets ou beaucoup d'événements qui ont marqué l'année 2015 dans notre pays, notamment les événements malheureux et douloureux de Mango, de Wassem. Et là, le chef de l'État a souhaité que cela n'arrive plus parce que les deux événements sont beaucoup plus liés à l'homme. Si nous prenons par exemple ce qui s'est passé à Wassem, si les techniciens étaient encore beaucoup plus prudents et méticuleux dans la gestion de
de leur travail, sûrement qu'ils allaient éviter cette catastrophe-là. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas le choix? Non, est-ce qu'ils n'avaient pas le choix? Non, je pense que c'est l'imprudence, parce qu'on ne peut pas se permettre de travailler avec le feu sur des produits inflammables. Et là, forcément, l'aboutissement ne peut être que ça. Nous ne sommes pas des techniciens, mais la réalité est que lorsqu'il y a des produits inflammables dans c'est pas dans des tanks, et que vous allez avec votre chalumeau en train de vouloir réparer peut-être une panne ou réparer quelque chose dans le secteur, mais les intercelles peuvent partir et puis bon, le coup est parti, enfin le résultat est là, des morts par ici, des blessés graves. Je pense que ça, il faudrait que l'homme soit beaucoup plus prudent. Et je pense que c'est ce que l'appel qu'il a voulu lancer à ces entreprises. Et maintenant, si nous prenons les événements de Mongo, c'est l'incompréhension, c'est l'exploitation et aussi l'imprudence de l'homme. Et parce que lorsque vous prenez et les manifestants et les forces de sécurité, je pense qu'il y a de l'imprudence de part et d'autre. Parce que si au niveau des forces de sécurité, les manifestants ont pu leur arracher 3 fusils, et entre-temps, ils ont même tué un de leurs chefs. Et imaginez-vous la violence de ces manifestations. Et les forces de sécurité, eux aussi, peut-être, ils auraient été beaucoup plus prudents pour que cela n'arrive. C'est d'ailleurs pourquoi moi, depuis le début de cette crise, j'ai toujours souhaité qu'il y ait une enquête réelle pour déterminer les circonstances dans lesquelles ceux qui ont pu faire usage de leurs armes sur la population, qu'on puisse déterminer. Parce que si peut-être l'agent de sécurité était totalement esselé, il n'avait pas de choix, il était entre la vie et la mort, comme leur chef a tenté l'expérience. Donc on l'appellerait légitime défense. Justement, ça peut être une légitime défense, mais si au cas où il a une gâchette facile et puis rapidement, là aussi je m'interroge, parce que c'est des agents qui sont dans la localité depuis des années. Et on n'a jamais appris qu'un policier est sorti dans la rue avec une arme et a commencé par tirer sur les gens. Il y a un événement qui s'est produit et véritablement que dans ce méli-mélo, on ne sait pas qui a été imprudent ou prudent. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est une enquête qui peut déterminer véritablement. Mais je pense que le chef de l'État a voulu que cela ne se répète plus. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il a appelé les forces de l'ordre à la prudence et les populations au civisme. Et je pense que c'est une manière de dire aux uns aux autres d'être beaucoup plus prudents et vigilants, et on n'aura plus de morts sous les bras, à compter sous les bras. Bon, il a également, je quitte ce sujet, je pense que l'un des annonces qu'on peut retenir, c'est aussi les réformes constitutionnelles et institutionnelles et l'organisation des élections locales. Le chef de l'État l'a touché du doigt, que la commission, il y a une commission qui est chargée, que cette commission doit faire en sorte que au cours de cette année, on puisse dépasser cette étape-là. Donc je pense que c'est très important. Les réformes, ce n'est pas seulement le gouvernement seul qui peut faire les réformes. Vous vous rappelez, dans ce pays, le chef de l'État avait reçu le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. On a lancé un dialogue à Togo Télécom 2, mais le dialogue a fini à queue de poisson, parce qu'il y avait des acteurs qui sont arrivés avec des exigences non négociables. Et vous vous rappelez de cette histoire où on exigeait la non-rétroactivité, ou bien ils exigeaient, et bon, on revient là-dessus. Donc c'est dire qu'il faut quand même que les acteurs contribuent ou participent véritablement dans leur option à ce que vraiment ces réformes puissent avoir lieu. Et là, je pense qu'il va dans l'intérêt de tous les acteurs politiques de voir les réformes aboutir. Et là, une nouvelle dans les élections locales, je pense que l'Union européenne tout récemment avait déjà appelé le gouvernement à s'y mettre. Les acteurs politiques, nous les avons entendus également. Et je pense que le gouvernement aussi, ou le chef de l'État aussi, met les pieds dans les plats pour que, évidemment, cela puisse se dérouler. Et cela, comme vous le savez, l'organisation d'un scrutin, c'est toujours les moyens. Et je pense que et les partenaires et le gouvernement, ils mettront les bouchées de pour que depuis 1985, qu'il y a eu les élections locales, il faut que véritablement ces élections puissent avoir lieu. Et le chef de l'État l'a touché du doigt. Donc, je t'avais dire qu'il manifeste une volonté que cela puisse avoir lieu. Maintenant, il faut que tous les acteurs soient dans la dynamique et on verra l'issue de ce scrutin. Il a également parlé
du rapport de KIB en 2015 qui a essayé de faire une enquête sur la situation des Togolais, comment vivent les Togolais. Et il y a une amélioration, notamment au niveau de branchement de l'électricité. Il y a eu beaucoup de branchements et au niveau de l'eau également. Il y a eu beaucoup de construction de forages et d'addition d'eau dans les localités. Donc il y a eu quand même, il a touché du doigt à certains. Bon, comme on est là-dessus, on verra la suite. Je reviendrai sur certains aspects. Voilà. Bernard, vous avez finalement suivi ici le 31, vous n'étiez pas devant les écrans. Le 2, vous y étiez et vous avez suivi également ce discours prononcé par le chef de l'État. Quelles sont selon vous les grandes lignes que vous avez retenues? Bien, merci Rodri. Je remercie également mon confrère d'avoir passé en revue du moins les 3/4 du discours du chef de l'État. Cependant, je voudrais relever 2-3 choses rapidement. La première chose, on pouvait faire économie, d'accord, de certains messages, de certaines données, et que le chef de l'État avait touché du doigt la dernière fois, notamment les incidents qui sont survenus à Ouassem et à Mango. Si le chef de l'État au moins écoutait tout ce que nous, en tant que journalistes, nous tous, nous lui reprochons. Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est de ne pas, séance tenante, ou bien à quelques heures après que le problème s'est posé, de ne pas se prononcer. Nous suivons l'actualité de par le monde. Nous voyons comment les responsables des États, les premiers responsables de certains États, notamment Barack Obama aux États-Unis, François Hollande en France, Angela Merkel en Allemagne, etc., réagissent promptement aux problèmes et qui se posent dans le pays. C'est vrai, il a parlé du terrorisme et autres, mais quand le problème de Mango, de Ouassem s'est posé, je vous assure, ce qui augmenterait l'aura du chef de l'État au niveau des populations meurtries par ces drames et autres là, c'est de se prononcer immédiatement suite à ces problèmes-là qui s'étaient posés. Il ne l'a pas fait. Comment contenir tous ces éléments-là jusqu'au 31 décembre et venir le dire? Moi, je regrette. Je n'ai pas dit que ce qu'il a fait n'est pas bon. Mais je regrette le fait que le chef de l'État ait gardé le silence pendant des mois et des mois avant de se prononcer. Il a quand même eu à instruire ses ministres. Il faut laisser ces instructions-là de côté. Il faut laisser ces instructions-là de côté. On doit plus avoir de ministres. On doit avoir de ministres. Il y a des ministres dans les pays, dans les États, notamment en France, aux États-Unis et autres. Mais c'est le chef de l'État. Donc votre souhait, c'est que le chef de l'État réagisse à tout bout de champ lorsqu'il y a un événement qui se pose. On dit que c'est le patron qui a parlé, c'est le patron qui a condamné. Et là, les Ivoiriens disent ça, c'est le patron qui a condamné, c'est le patron qui a dit ça. Et ça donne ça crée une certaine dynamique dans le pays. Ça, c'est un. Je regrette que les gens de part et d'autre disent que le chef de l'État ne parle pas, il n'a pas l'habitude de parler. Mais quand il vient à la télé, il a des... Ce sont les gens qui l'ont dit. Vous avez souvenance lors des campagnes, il a... Oui, voilà, vous savez que je ne parle pas beaucoup. Je dis il ne parle pas, mais la dernière fois, il a vraiment parlé. Il pose des actes. Quels sont les actes? Nous sommes en train de parler au-delà des affaires de Mango et puis de Ouassem, moi je reviens sur un problème fondamental. Et le problème fondamental, vous l'aviez annoncé au niveau de votre introduction, le pillage perpétuel des ressources du pays. Le chef de l'État a parlé du renforcement du mécanisme de lutte contre la corruption. Écoute, là où je veux en venir même, ce n'est pas la lutte. Tout le monde sait qu'il y a la corruption dans le pays. Est-ce que nous sommes d'accord? Il faut lutter contre. Comment lutter contre? Est-ce que nous sommes d'accord? À partir du moment où le chef de l'État lui-même a détecté la minorité, est-ce que nous sommes d'accord, qui s'accapare des biens du pays, il ne lui serait plus difficile d'avoir la main sur eux. Est-ce qu'il a dit qu'il a détecté? Il a détecté. Il a dit qu'il a constaté qu'il y a une minorité. Chers amis, le chef de l'État a détecté la minorité. Il a donné le nom? Il n'a pas donné le nom, mais il les a détectés et il les connaît. C'est pour ça qu'il en a parlé. C'est pour cela qu'il en a parlé. C'est lui le premier responsable du pays. À supposer, déjà, si les gens ont su qu'il y avait des gens
ok, et qui sont allés faire des réunions dans le cimetière de Kamaludo pour brûler le marché après et autres là, et que on ne sait pas la minorité qui s'accapare des biens du pays. Moi, je m'inscris en faux. Est-ce que vous voyez un peu? L'État, c'est un État, hein, le Togo, c'est un État qui est dirigé par un gouvernement à la tête duquel se trouve un président de la République qui a tous les moyens possibles. Qui a tous les moyens possibles pour faire valoir institutions fortes. Je ne refuse pas. Combien de fois on ne nous a pas parlé d'institutions fortes dans ce pays? J'en veux pour preuve la tricherie aux examens de baccalauréat de l'année dernière. Il y a une commission qui a été mise sur pied. Immédiatement, on a sanctionné ces élèves. De quoi ils sont, comment je peux l'appeler, sont refusés, d'accord, d'accès à ces examens-là pendant 2 ans, je crois. 3 ans. D'autres sont, comment ça s'appelle, éliminés d'office et autres. Comment est-ce qu'on peut mettre une pareille commission en place pour détecter ces gens-là le plus rapidement possible et les punir et autres, et que vous savez qu'il y a de telles choses qui se passent au niveau de l'État et que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir les détecter. Pour pouvoir. Autre chose qui m'a beaucoup... qui m'a plu, moi ça je le dis, c'est le fait que le chef de l'État ait annoncé en quelques semaines là, le problème c'est-à-dire l'organisation du sommet sur la sécurité maritime. En fait, moi, si le Togo pouvait abriter beaucoup de sommets, moi ça me plairait. Ça ferait en sorte qu'il y ait beaucoup d'activités qui puissent arriver pour réduire un tant soit peu, du moins, le chômage. On aura beaucoup de chauffeurs, on aura beaucoup d'hôteliers, on aura beaucoup d'employés dans certains domaines, etc. Ça, je l'apprécie. Pour l'initiative d'organisation de ces sommets-là, il ne faut pas que les sommets s'arrêtent seulement à la sécurité maritime. On peut faire un grand sommet pour la bonne gouvernance également. Un grand sommet pour la lutte contre la corruption au niveau de la CEDEAO qui sera élargi à l'Union africaine plus tard. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais autre chose également, qui, moi, m'a un peu froissé, c'est le fait que le chef de l'État ait parlé des élections locales. Il a parlé de ces élections sans être précis dans l'acte qu'il va poser. Il ne s'agit pas de commettre une commission ou bien de demander, de dire que nous allons essayer de donner pouvoir à une commission et d'échanger sur les choses avant qu'on organise les élections locales après. Soyons quand même sérieux. Les élections locales... Il faut quand même poser les bases. Il faut poser les bases. Combien... Vous savez, depuis quand le décret par rapport à la décentralisation a été pris dans ce pays? Ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs années. Écoutez, pour votre gouvernement, moi j'ai rédigé un mémoire de soutenance à Lyon-Sud, l'analyse comparative de la décentralisation en Afrique francophone de l'Ouest, analyse comparative. Et j'ai pris le cas du Togo. Il faut voir comment les choses se passent dans les autres États pour comparer avec le Togo, pour effectivement démontrer à la fin que effectivement il y a un cadre juridique qui est normal et que tous les États ont. Le problème qui se pose actuellement, c'est le manque de volonté. S'il y a la volonté, regardez combien de temps Ashkroun devait prendre d'abord avant de prendre corps dans le pays. Les problèmes sur les élections locales là sont des problèmes cruciaux dans le pays. Donc vous auriez souhaité que le chef de l'État annonce que ça aura lieu dans tel ou tel moment. Et là, on se prépare, tout le monde a... Parce qu'au niveau des délégations spéciales, il y a des gens qui sont décédés. Des gens qui sont là, les délégations spéciales, certaines délégations spéciales n'ont même plus de tête. Il faut que le chef de l'État demande à ce qu'on fasse un audit au niveau de ces mairies-là pour voir ce qui s'est passé. Vous êtes resté sur votre soif. J'étais resté totalement sur ma soif et également par rapport aux réformes institutionnelles et constitutionnelles. Mon cher ami, vous venez de le dire. Et que non, il suffirait tout simplement que... Là, il a parlé de l'implication de tous les acteurs. Effectivement, l'implication de tous les acteurs. Il ne faut pas que quelqu'un ait des arrière-pensées.
C'est là où moi j'attaque plutôt les députés. Je dis bien, je pèse bien mes mots, j'attaque les députés. Vous n'êtes pas député pour un parti politique. Quand vous êtes élu député, vous êtes élu pour toute la nation. Faites ce qui doit aller dans l'intérêt national et non dans l'intérêt de partis politiques. Ça n'a pas de sens. Donc, nous sommes dans la globalisation, dans la mondialisation aujourd'hui. Comment un député peut se prévaloir encore membre d'un parti politique et ce qui doit aller dans le bon sens, ce qui doit aller dans les militants. Avant de devenir député. Quand vous êtes député, vous n'êtes plus en tant que tel militant. Non, il faut qu'on fasse la dichotomie entre les deux choses. Est-ce que nous sommes d'accord? Aujourd'hui, je suis journaliste. Si demain, je deviens député, il faudra forcément que je cherche l'intérêt de la nation togolaise et non l'intérêt des journalistes. Et non l'intérêt de c'est-à-dire l'intérêt des journalistes est un véritable problème également que nous devons régler. Mais c'est l'intérêt de la nation que je dois chercher. Voilà. Quelle que soit l'association à laquelle je suis affilié. Bon, je voudrais partager le fait que Bernard soit resté sur sa soif. C'est son droit le plus absolu, ça dépend de comment il a compris la chose. Moi, je pense que le chef de l'État ne peut pas être plus précis que ce qu'il a dit. Il a énoncé les grands chantiers pour qu'il pense mettre en application, bien sûr, en accord avec les acteurs politiques. Mais il ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire, bon, on organise les élections locales en février, par exemple, alors que rien n'est fait. Rien au cœur, parce que c'est une organisation. Et cela, donc je pense que le chef de l'État ne devait pas. Il risquait, s'il se permettait de donner des dates précises, mais il risquait de me qu'on dise qu'il est menteur. Parce que il y a beaucoup de paramètres. Est-ce que les gens ne vont pas forcément lire derrière une mauvaise volonté? Parce que vous avez souvenance que même en 2015, lors de la prestation de serment, le président de la Cour constitutionnelle a parlé des réformes constitutionnelles, institutionnelles, donc y compris les élections locales. L'Union européenne en parle depuis plusieurs années. Les acteurs politiques dans leur ensemble, à l'époque avec Gilbert Bahara à l'administration territoriale, en avaient tellement débattu. Est-ce qu'il n'y a jamais eu des tentatives de discussion, de dialogue pour aboutir à cette réforme? Il y en a eu. C'est que, entre-temps, certains acteurs ont été intransigeants, sont restés sur leur position, et des positions non négociables, et c'est ça qui a fait capoter la volonté manifeste de dialoguer et d'aboutir à des réformes. Parce que, comme vous le savez, les réformes ne peuvent pas s'opérer par le gouvernement. Comme une baguette magique, le gouvernement décide, il fait les réformes et puis ça passe. Non. Comme une lettre à la poste, non. D'abord, pour que les réformes puissent passer à l'Assemblée, il faut les 4/5 des députés. L'Union, le parti Union n'a pas ces 4/5 en question. Donc vous êtes d'accord avec moi? C'est forcément Union qui doit avoir les 4/5 ou ce sont les députés? C'est les députés, c'est ce que je dis. Comme Bernard qui doivent chercher l'intérêt de la nation, justement. Donc, c'est pourquoi le chef de l'État a appelé les acteurs politiques à cesser les petits calculs politiques. Et surtout à accorder leur violon pour aboutir à sa volonté manifeste de faire ces réformes-là. Donc, aujourd'hui, c'est un appel. Et cet appel, les acteurs politiques doivent œuvrer dans ce sens. Eux aussi, on les entend. Nous voulons les réformes. Mais quand on lance le processus de dialogue sur les réformes, il faut dialoguer d'abord, s'entendre sur les points conflictuels ou bien les points qu'on voudrait qu'on retouche. Et donc, il faudrait un dialogue politique. Donc, on a tenté plusieurs dialogues dans ce pays. En 2014, en 2015, même, il y a eu un dialogue. Donc, mais ça n'a jamais abouti. Donc, aujourd'hui, la volonté du chef de l'État, c'est d'aboutir à ces réformes, mais il faut quand même que les acteurs également puissent contribuer d'une manière ou d'une autre. Mais s'ils restent toujours cloîtrés sur leur position, ils ne veulent pas lâcher du lest. Ils disent non, nous voulons ça, on ne veut rien négocier là-dessus. C'est que quelque part, ils sont des acteurs de cette situation de blocage systématique. Donc, je pense que c'est un appel à l'endroit de tous les acteurs politiques pour s'inscrire dans la logique. Maintenant, pour l'organisation des locales, bon, il a dit, ça veut dire qu'il veut que cela soit fait. Bon, mais il y a aussi des paramètres à cela. Il faut mobiliser les moyens. Vous vous rappelez, l'élection présidentielle a été organisée sur fonds propres du Togo, pas de financement de l'Union, les législatives également. C'est sur fonds propres du Togo. Il y a des gens qui ont dit que les fonds étaient disponibles pour soutenir le Togo. Non, mais malheureusement pour la présidentielle. Il y avait des principes à respecter. Non, il y avait il y avait une date
il fallait déposer les dossiers. D'abord, il fallait que les acteurs s'entendent. Or, les acteurs n'ont pas pu, entre-temps, l'opposition disait non, nous ne voulons pas, nous voulons. Donc, il y avait des atermoiements au niveau de la classe politique. Or, l'Union européenne a comme exigence que les acteurs s'entendent et la demande, quand la demande viendra sur la table, ils peuvent financer. Mais l'opposition n'a pas joué franc jeu. Mais le gouvernement ne pouvait pas non plus laisser à ce que nous dépassions la date prévue par la Constitution, dont l'État a dû mettre la main à la poche pour organiser cette présidentielle. Donc aujourd'hui, les partenaires, comme eux-mêmes le disent, ça veut dire qu'ils sont prêts à financer. Et donc, je pense qu'il revient maintenant aux acteurs politiques de se retrouver, de voir comment et de faire cette demande. Et je pense que le Togo peut avoir ce financement pour procéder à cette élection qui tient à cœur à tout le monde. Si le chef de l'État le dit, ça veut dire que ça lui tient à cœur. S'il ne le dit pas, ça veut dire qu'il s'en fout. Ben aujourd'hui, il le dit. Vous vous rappelez, au cours de la 2015, l'ancien ministre de la décentralisation, Gilbert Bawara l'avait également dit. Donc, il y a une volonté manifeste au niveau de l'exécutif d'organiser ce scrutin-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, que tous les acteurs accordent leur violon pour que ce scrutin se déroule sans problème. Peut-être j'allais juste aussi ajouter sur le sommet sur la sécurité maritime, dont le chef de l'État a parlé, que mon confrère adhère à cette initiative. Donc je pense que nous, enfin tous les Togolais appellent, espèrent vraiment que ce sommet-là puisse avoir lieu, parce que c'est des retombées économiques pour le pays, les hôtels, les restaurants, les chauffeurs, les ouvriers, les artistes, donc tous les acteurs, c'est-à-dire dans tous les domaines, il y a des secteurs qui peuvent profiter de cette grande rencontre, et que, comme il a souhaité, que vraiment le Togo puisse dire, parce que vous vous rappelez aussi, le Togo avait un handicap, c'est les infrastructures. Donc aujourd'hui, l'hôtel du 2 février Radisson Blu étant bien réaménagé, je pense que tout est prêt avec d'autres hôtels, d'autres infrastructures. Donc il est facile aujourd'hui au Togo de pouvoir accueillir des sommets comme dans le temps. Avec l'ère du général, du feu général Yassine Beyadema. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais revenir sur le caractère libre et équitable dont Tafeka, le chef de l'État, au niveau des élections présidentielles du 25 avril passé. Je crois quand même que le chef de l'État s'est trompé un tout petit peu. Pourquoi? Par rapport à l'organisation équitable de ces élections-là et autres. Parce que lorsque je compare l'élection qu'il a amenée, du moins en 2015 et pour le 25 avril, par rapport à celle qui s'est déroulée, comment ça s'appelle, au Burkina Faso, où il était la dernière fois lors de l'investiture de Kaboré. Je vous assure qu'il y a un grand fossé. Lui-même, il le sait. Non, dans l'organisation, non. Dans l'organisation, il y a un grand fossé. Spécifiquement, l'élection au niveau du Burkina a été beaucoup plus équitable, libre, que par rapport à ici. C'était quoi? Ici, il y avait eu trop d'incongruités dans ces élections-là. Comme quoi, par exemple? Oh non, mais vous n'allez pas me dire que non. Là, au niveau du Burkina, il y a au moins une certaine équitabilité au niveau des réformes. On donne la chance à tout le monde. Non, regardez. Cette élection n'était pas inclusive. L'élection est inclusive au Burkina Faso. Non. Ça, c'est clair. Ici, ça n'a pas été le cas. Mon cher Rodrigue, ça n'a pas été le cas. Regardez comment la CENI était. Est-ce que nous sommes d'accord? Je prends simplement le cas de la CENI. Et c'est bon. On peut y aller maintenant pour poser votre question. Juste pour lui dire que, pour dire à mon confrère que d'abord l'élection du Burkina Faso n'a pas été une élection inclusive, parce que le parti, le CDP du Burkina de Blaise Compaoré a été empêché par le code électoral qui empêchait certains de ses cadres de participer. Donc il n'avait pas présenté de candidats, donc ce n'était pas une élection totalement inclusive. Par contre au Togo, c'était une élection ouverte à tout le monde. Et tout le monde, ceux qui voulaient, ont participé, sauf ceux qui ont voulu boycotter, notamment le cas qui a appelé au boycott. C'est un choix. C'est un choix politique, le boycott. C'est une élection inclusive, ouverte. C'est ça l'équitabilité. Mais enfin, tu n'as pas pu nous dire en quoi cette élection n'était pas équitable.
mise en place en accord avec tous les acteurs politiques. La CENI n'a pas été une fabrication exclusive du gouvernement. C'est en accord avec les acteurs politiques qu'ils ont défini les différents postes à occuper et que tout le monde s'est retrouvé dans cette CENI pour un scrutin ouvert. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait été souhaitable que lorsque on parlait quand même du fichier électoral, le représentant de l'Union européenne, le général Siaka Sangaré, a dit que le fichier n'est pas parfait mais consensuel. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau des résultats, ça devrait aussi être consensuel? Non, peut-être que c'est ça que je pense que quelque part, il faut quand même revenir les pieds sur terre. Et ce fichier a été audité par la francophonie avec son représentant, le général Sangaré, qui a dit le fichier n'était pas parfait, mais c'est un fichier quand même acceptable. Et même les acteurs concernés, notamment, je parle notamment du candidat du CAP 2015, son représentant, Mme Adjamago, également l'avait dit à l'époque, que bon, c'est un fichier acceptable qui peut permettre au peuple togolais d'aller à un scrutin sans violence. C'est comme le même problème se pose aujourd'hui, par exemple, au Niger. Tous les acteurs demandent également l'audit, de faire l'audit sur ce fichier électoral. Et c'est la francophonie, l'espèce de la francophonie, comme au Ghana également. Donc, je pense que ça ne peut pas être source ça dit que déjà c'est clair, accepté par tous les acteurs. Et donc on ne peut pas aujourd'hui imaginer que non, parce que c'est un truc consensuel ou bien acceptable, alors ce n'est pas bon. Ce n'est pas justement ma question. Puisque là-bas, Siaka Sangaré dit clairement que c'est imparfait mais consensuel, ce qui voudrait dire que tous les acteurs étaient partants d'aller aux élections avec ces tests. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau des résultats, ça devrait aussi être consensuel? C'est-à-dire, les Togolais peut-être aimeraient voir une CENI regroupée autour de son président qui proclame les résultats de ces élections. Mais si c'est ce que tu voulais faire allusion, pas allusion, justement pour te dire que on ne peut pas forcer un membre de la CENI à rester dans la salle ou à quitter. Ils ont prêté serment. On les a vus. D'aller jusqu'au bout. Francis Pedro a fait du boucan et il est parti. Mais il est allé dire aux gens que lui, il était là. Oui, c'est en 2016, il n'y a pas de souci. Donc, c'est dire quelque part que d'ailleurs, le fichier n'était pas. On n'a pas dit que c'est un fichier consensuel, mais on a dit que c'est un fichier acceptable. Consensuel. On dit un fichier acceptable. Les mots sont clairs et nets. D'accord. Fichier acceptable. Parce que c'est l'acceptabilité du fichier qui posait problème. Ce n'est pas le consensus, mais puisque c'est la francophonie qui a fait l'audit, en présence, bien sûr, des différents partis politiques. Et à la fin, ils ont dit c'est un fichier acceptable. Le fichier n'est pas parfait, mais le fichier est acceptable. Donc aujourd'hui, le résultat, nous avons vu ce qui s'est passé. Quand les représentants du candidat du CAP 2015 ont voulu bloquer la proclamation des résultats, vous le savez. Ils créaient toutes les situations. Il a fallu que le président ghanéen, je pense, et ivoirien, Alassane Ouattara, débarque à Lomé, appeler les acteurs pour que finalement la CENI puisse procéder à la proclamation de ces résultats. Or, je vous dis que déjà, certaines structures parallèles, notamment la concertation de la société civile qui a été financée par l'Union européenne pour faire des compilations parallèles à la CENI, mais ces structures avaient déjà les résultats et je vous dis, même eux... avant la CENI, mais tout le monde avait les résultats, y compris même le candidat de CAP 2015 qui avait également mis en place une cellule qui devait recueillir de compilation de résultats. Et entre temps, ils avaient vu leur échec cuisant et épatant. Mais le reste, c'était pour embrouiller les Togolais, amener. Heureusement que les Togolais ont été très matures. Et au lieu que, comme l'a dit mon confrère au Burkina Faso, que le vaincu puisse féliciter. Mais malheureusement, notre opposition n'a pas cette culture-là. Elle est restée toujours cloîtrée dans un passéisme que nous constatons, incapable de reconnaître son échec, alors que tout le peuple togolais sait qu'il n'a pas gagné. C'est les Togolais qui ont voté et les Togolais se sont rendus compte qu'il n'a pas gagné. Alors il fallait simplement appeler le vainqueur, lui présenter les félicitations, et puis la vie continue. Pourquoi pas 2015, 2020, espérer
Et si Dieu lui prête encore vie, pourquoi pas? Il peut gagner en 2020. Très bien, on a juste moins de 5 minutes à passer dans cette émission ce matin parce que c'est juste 1 heure. Moi, je me suis intéressé particulièrement au point 5 du message du chef de l'État qui dit, je cite, « Les récents indicateurs sociaux incitent à cet égard à l'optimisme et la confiance quant aux perspectives de consolidation de l'économie togolaise et d'amélioration durable des conditions de vie de la population. Les derniers chiffres issus des enquêtes spécialisées dites CUP 2015 sont éloquents. Ils montrent une réduction sensible de la pauvreté et du chômage, et du chômage, ainsi que d'une amélioration nette de l'accès aux services sociaux de base, notamment l'éducation, l'électricité et l'eau potable. Ces progrès sont le fruit de tous les efforts que nous avons ensemble consentis depuis quelques années. » Fin de citation. Alors, le président a parlé de l'éducation, l'électricité et l'eau potable, mais n'a pas évoqué la santé qui est chère au peuple togolais. Est-ce que vous le comprenez sur cet angle? Je ne le comprends pas du tout. Sérieusement, je ne le comprends pas du tout. C'est un point clé de la vie nationale. Tout le long de l'année 2015, l'on se souvient encore de cette visite problèmes et qui sont survenus dans les hôpitaux, notamment au CHU Sylvanus Olympio, au CHR Lomé Commune, Lomé Golf, etc., avec la sortie rocambolesque de l'ancien Premier ministre Aoumé Zoum, une sortie qui est que je peux qualifier inopportune, d'inopportune, pour narguer, je pèse bien mes mots, les médecins, les enseignants et autres, etc. Je vous assure que le chef de l'État a raté vraiment son discours à ce niveau-là. La santé est la première chose que le peuple togolais demande. Parce qu'il faut être en bonne santé pour manger. Mais si on ne s'occupe pas servir la nation, si on ne s'occupe pas, d'accord, des hôpitaux, de la santé des citoyens togolais, je ne suis pas sûr que ce sont des morts que le gouvernement va diriger. Et même, je veux même aller jusqu'à dire que même s'il n'a pas touché au secteur santé, les secteurs qu'il a touchés, l'enquête a menti au chef de l'État. Pourquoi? C'est une enquête. Il fallait tout simplement suivre les émissions interactives que les radios privées ont essayé d'instaurer. Est-ce qu'on doit prendre comme parole d'évangile les commentaires que nous faisons? C'est pas nous qui faisons les commentaires. Par rapport à une étude scientifique faite. Monsieur Dominique, je vous dis que l'enquête a menti au chef de l'État. Non, mais toi, tu disais nos débats, c'est ça la réalité. Alors qu'on parle d'une structure qui a mené une enquête. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle une enquête. Non, mais vous pensez que l'enquête là, le débat dépasse ces enquêtes? Je suis à je maîtrise bien ce que c'est que les enquêtes, les rouages. Donc, selon vous, l'enquête a menti au chef de l'État. Ce qui voudra dire qu'il y a des insuffisances dans les débats. Ce n'est pas nos débats dont il est question, mais ce sont les coups de fil, les remaniements, les retours qui viennent de la part des populations. On parle d'une étude scientifique. On ne peut pas parler d'une étude. Très bien. On va y revenir de la population. On a 2 minutes. Question que je voudrais vous poser. Est-ce qu'on vous a abordé dans le cadre de cette enquête? C'est moi qui pose les questions. Enquête. Permettez les Togolais. C'est un 60 secondes. Monsieur Dominique, l'année 2015, les 3 derniers mois de l'année 2015 ont été pris en otage par l'insécurité. Des hommes, des individus armés de machettes, de gourdins et aussi de fusils, que ce soit de fabrication artisanale ou automatique, ont inquiété les Togolais et empêché la libre circulation des personnes et des biens. Mais le chef de l'État n'en a pas parlé. Vous êtes choqué? Non, je pense qu'il a dit, il a parlé des problèmes de sécurité. La sécurité maritime. Non, il a même parlé des problèmes de la sécurité où il disait, il félicitait les forces de sécurité. C'est au niveau du terrorisme. Mais ils font quoi? Mais c'est terrorisme. Il a parlé de la sécurité. Et là, c'est là qu'il est allé féliciter nos forces de sécurité qui ont fait un travail remarquable en combattant véritablement ce phénomène, parce que nous étions tous interpellés, choqués par ces différentes situations qui se posaient avec des blessés, des morts par ici. Il ne fait pas de nous, on ne parle pas d'un Zémidian ou bien
d'un motocycliste arraché par ces voleurs. Donc c'était une situation quand même qui interpellait tout le monde. Et je pense que vers la fin de cette année, le gouvernement a multiplié certaines initiatives pour véritablement combattre ce fléau. Et je pense que depuis un certain temps, depuis, je peux dire 2 ou 3 semaines, on a pris tellement, c'est des cas rares, on a pris tellement, bon, parce que, quoi qu'on dise, le phénomène le banditisme, c'est un phénomène mondial, et que, au moment où nous crions ici, ailleurs également, c'est la même chose. Maintenant, il faut que le gouvernement prenne des initiatives pour combattre ce phénomène, parce que c'est des bandits qui opèrent dans la sous-région, qui quittent d'un pays à l'autre. Donc c'est une organisation pratiquement, et je pense qu'au niveau de la sous-région, il y a eu des initiatives pour, surtout au niveau de la police, pour pouvoir se partager des renseignements et pouvoir endiguer ou combattre ces malfaiteurs, la désolation. Bon, mon mot de fin, je souhaite encore une fois une très bonne année à tous les Togolais, aux auditeurs de la radio KNTB, de la télévision Espoir 47 et surtout à la diaspora qui nous suit. Voilà, parce que j'ai eu des retours justement vers donc j'ai eu des retours. Je pense que vous faites un très bon travail et que vraiment que Dieu vous bénisse et vous permette d'avoir les moyens de tenir, puisque au-delà de tout, sans moyens, on ne peut rien faire dans cette vie. Donc bonne année à tout le monde. Voilà, mot de fin, Bernard. Oui, je voudrais interpeller le chef de l'État sur 2 choses. La première, l'organisation rapide des élections locales pour rendre indépendantes nos collectivités. Est-ce que nous sommes d'accord? La deuxième des choses, penser aux réformes institutionnelles et constitutionnelles du pays, comme il a dit. Et inviter le chef de l'État, du moins, à sortir pour parler au peuple. Lorsqu'un événement se produit, je crois que son aura, son vernis populaire va augmenter. J'en veux pour preuve le cas de François Hollande. Les sondages ont montré que François Hollande était en deçà, ou bien en dessous de... Il était en train de dégringoler totalement, mais avec le terrorisme qui s'est accaparé du Bataclan, de Paris, Paris 6, etc., etc. Après qu'ils aient reçu les responsables politiques au niveau de la France et autres, cette démarche vers les États-Unis, sa cote de popularité a encore augmenté. On n'a qu'à jouer. Vous estimez que qu'il y ait des morts pour que le chef de l'État capitalise. Très bien, vous avez compris. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'aller jusqu'à la fin de cette émission comme les uns et les autres l'auraient souhaité, mais vous avez puisé quand même beaucoup de choses. Et c'est ainsi qu'a démarré l'émission Grand Jury en 2016. Et nous voudrons bien compter sur votre accompagnement, votre fidélité et surtout votre partenariat, votre sponsoring, parce que l'émission ne saurait résister tant qu'il n'y aura pas de moyens pour l'accompagner. Et donc, si vous voulez voir cette émission se dérouler tous les jours, vous avez aussi une part de responsabilité, vous avez une carte à jouer et soyez-en remerciés déjà parce que tel que nous vous connaissons, nous savons que vous êtes là déterminés pour nous. Venez commander vos spots publicitaires, venez faire vos annonces et venez parrainer l'émission Grand Jury surtout, vous avez les moyens. Venez parrainer l'émission et vous serez servis bien de choses. À vous toutes et à vous tous, bonne et heureuse année une fois encore, bon début de semaine. Bon début d'année également, de nouvelle année à vous toutes et à vous tous. Au revoir.